Vous travaillez 60 heures par semaine. Vous arrivez tôt, vous partez tard. Vous dites oui à tous les projets, vous faites des heures supplémentaires non payées, vous sacrifiez vos week-ends pour votre équipe. Vous êtes loyal, honnête, dévoué. Et pourtant, vous regardez autour de vous. Et vous voyez des collègues qui font moins d'efforts que vous, qui arrivent en retard, qui partent plus tôt, qui obtiennent les promotions que vous méritez. Vous voyez des influenceurs qui gagnent en un mois ce que vous gagnez en un an, en dansant sur TikTok. Vous voyez des traders qui manipulent les marchés et s'enrichissent pendant que vous construisez littéralement les fondations de la société. Et vous vous demandez, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ma vertu n'est-elle pas récompensée? Pourquoi mon sacrifice n'est-il pas reconnu? Mais c'est la mauvaise question. La vraie question, c'est quel mensonge m'a-t-on raconté? Depuis l'enfance, on vous a dit que le travail acharné paie, que si vous êtes bon, honnête et travailleur, le monde vous récompensera, que la justice existe, que le mérite sera reconnu, que votre vertu sera votre force. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Friedrich Nietzsche, le philosophe qui a osé dire ce que personne ne voulait entendre, appelait cette croyance une forme de servitude spirituelle, un piège psychologique conçu pour vous maintenir en place. Parce que voici la vérité inconfortable que personne ne vous dira, le système ne récompense pas la vertu, il récompense le pouvoir. Il ne récompense pas la valeur que vous créez, mais la valeur que vous contrôlez. Regardez autour de vous. L'infirmière qui sauve des vies travaille 3 emplois pour payer son loyer, pendant qu'un influenceur gagne des millions en vendant des cours sur comment devenir riche rapidement sans jamais avoir créé de richesse réelle. L'ouvrier du bâtiment qui construit nos maisons, nos écoles, nos hôpitaux, lutte pour payer ses factures, pendant qu'un trader en costume-cravate gagne des fortunes en pariant sur l'effondrement des entreprises qu'il n'a jamais construites. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est le système. Ceux qui réussissent vraiment dans ce monde n'opèrent pas dans le domaine de l'effort physique. Ils opèrent dans le domaine du levier, de la perception, du contrôle. Ils comprennent que dans un monde où la valeur n'est pas récompensée par l'effort mais par le pouvoir, être moral, sans être stratégique, c'est être vulnérable. Et c'est par conception. Pensez-y. Votre travail physique, votre loyauté, votre honnêteté, tout cela peut être remplacé, automatisé, délocalisé. Mais le contrôle des réseaux, des capitaux, des récits, ça, c'est scalable. Ça, c'est du pouvoir. Voici le piège cruel. Pendant que la société vous dit que votre sacrifice est noble, que votre endurance est admirable, que votre humilité est une vertu, cela ne paie pas vos factures. Pendant qu'on vous enseigne la gratitude et la patience, l'élite enseigne à ses enfants la stratégie, la manipulation, l'acquisition de capital. Nietzsche avait un terme pour cela, la morale des esclaves. Il disait que ce système moral avait été fabriqué par les puissants, non pas pour les guider, mais pour pacifier les masses, pour glorifier la soumission, pour faire de l'obéissance une vertu. Et si vous regardez autour de vous aujourd'hui, vous pouvez voir exactement ce qu'il voulait dire. Nietzsche distinguait 2 types de moralité, la morale des maîtres et la morale des esclaves. Et comprendre cette distinction peut littéralement transformer votre vie. La morale des maîtres naît de la force. Elle célèbre l'ambition, l'audace, la créativité, la volonté de façonner le monde selon sa vision. Elle définit le bien par ce qui renforce la puissance et la liberté. Les maîtres ne demandent pas la permission. Ils créent les règles. La morale des esclaves naît de la faiblesse. Face à l'impuissance, elle redéfinit l'humilité, l'obéissance, la souffrance comme des vertus. Elle transforme la nécessité en choix moral. Je ne peux pas me battre, donc la violence est mauvaise. Je ne peux pas réussir, donc le succès est vanité. Je ne peux pas contrôler ma vie, donc la soumission est sagesse. Et voici le génie diabolique. Une fois que cette morale s'est répandue, elle devient vérité absolue. Elle devient la façon dont nous jugeons le bien et le mal. Elle devient la prison mentale qui nous empêche même d'imaginer une autre façon de vivre. Nietzsche disait « Vous n'êtes pas récompensé pour votre moralité, vous êtes pacifié par elle. Les petites récompenses, les compliments,
les employés du mois, tout cela sert à maintenir votre dépendance au système, à vous faire croire que si vous continuez à être bon, à être patient, à être loyal, la récompense viendra un jour. Mais pourquoi ce mythe persiste-t-il? Pourquoi continuons-nous à y croire, même face à l'évidence contraire? Parce que c'est beau, c'est réconfortant. Cela donne un sens à notre douleur. Cela nous permet d'endurer l'injustice sans la confronter. C'est ce que les psychologues appellent la fallace du monde juste, la croyance que le monde est intrinsèquement juste et que l'effort est toujours égal au résultat. C'est une belle idée, mais ce n'est pas vrai et c'est dangereux. Pendant que vous travaillez tard, en croyant que votre dévouement sera remarqué, d'autres construisent des alliances. Pendant que vous restez poli en pensant que votre gentillesse sera récompensée, d'autres étudient l'effet de levier. Pendant que vous respectez toutes les règles, en espérant que votre intégrité paiera, d'autres écrivent les règles. Vous croyez être moral. Ils sont stratégiques. Et dans ce monde, la stratégie gagne. Le système utilise votre croyance en la justice pour vous garder enfermé. Ceux qui croient au monde juste n'exigent pas plus. Ils attendent, ils espèrent, ils prient pour un jour qui ne vient jamais. Mais voici ce que Nietzsche comprenait. La solution n'est pas d'abandonner la moralité, c'est de cesser de l'adorer. C'est de comprendre que dans un monde bâti sur le pouvoir, comprendre le pouvoir fait partie d'être bon. Il ne s'agit pas de devenir cruel ou impitoyable, il s'agit d'être responsable de son propre pouvoir. Si ce que je dis résonne avec vous, si vous commencez à voir les fissures dans la matrice, alors abonnez-vous maintenant, parce que nous allons creuser plus profond. Nous allons explorer des vérités que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Et si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez d'abord changer votre compréhension du monde. Nietzsche avait un concept révolutionnaire, mal traduit comme surhomme. Il s'agit en réalité de quelqu'un qui va au-delà des limites morales conventionnelles, pas pour devenir cruel, mais pour surmonter la moralité de la faiblesse. L'Uber n'est pas quelqu'un qui suit les règles, c'est quelqu'un qui en écrit de nouvelles. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte les valeurs qu'on lui donne, c'est quelqu'un qui crée ses propres valeurs. C'est un individu pleinement réalisé, un créateur de valeurs qui définit son propre sens et crée un impact selon ses propres termes. L'Ubermensch ne demande pas la permission, il ne cherche pas l'approbation, il ne mendie pas la reconnaissance. Il comprend que dans un monde où les faibles sont exploités, devenir fort n'est pas un choix égoïste, c'est un impératif moral. Le changement essentiel, c'est de passer de l'attente à la création, de la soumission à la possession, de l'espoir au contrôle. Et cela signifie lâcher votre attachement à être perçu comme bon par un système qui ne vous valorise pas. Alors comment faire? Comment passer de victime du système à architecte de votre propre destin? Première étape, apprenez la gentillesse stratégique. Être bon ne signifie pas être passif. Cela signifie apprendre à lire les gens, à comprendre le contexte, à dire oui quand cela sert vos objectifs et non quand cela ne vous sert plus. Deuxième étape, comprenez quand partir. La loyauté aveugle est une faiblesse déguisée en vertu. Si votre environnement ne vous valorise pas, ne vous respecte pas, ne vous récompense pas, malgré vos efforts constants, alors partir n'est pas une trahison, c'est du respect de soi. Troisième étape, réclamez votre pouvoir. Le pouvoir de créer, de dire non, de construire des systèmes où vous ne faites pas que gagner de l'argent, vous possédez l'équité. Démarrez cette entreprise, créez ce revenu secondaire, apprenez la négociation, fixez des limites fermes. Ces actions ne sont pas une trahison de vos valeurs. C'est une expression de maturité. C'est comprendre que dans un monde où les bons finissent derniers, être bon sans être intelligent, c'est être complice de sa propre oppression. Regardons les faits. Pendant que vous étiez occupé à être vertueux, l'écart de richesse s'est creusé. Pendant que vous respectiez les règles ont été réécrites pour favoriser ceux qui les comprennent. Pendant que vous attendiez votre tour, d'autres ont pris la file entière. Ce n'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité de changer cela. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il y a une version plus profonde de cette vérité. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, seulement si vous apprenez de cela, seulement si vous refusez d'être victime, seulement si vous utilisez
votre douleur comme carburant pour la transformation. Voici ce que les riches comprennent et que les pauvres ne comprennent pas. La moralité sans pouvoir est impuissante. La bonté sans stratégie est naïveté. L'intégrité sans influence est invisibilité. Cela ne signifie pas abandonner vos principes. Cela signifie les armer avec la sagesse. Cela signifie comprendre que dans un monde où la perception façonne la réalité, contrôler votre récit fait partie de contrôler votre destin. Pensez aux personnes que vous admirez vraiment, pas les célébrités, pas les influenceurs, mais les personnes qui ont créé un changement réel dans le monde. Martin Luther King Jr. avait une vision morale, mais il avait aussi une stratégie politique. Gandhi prônait la non-violence, mais il comprenait parfaitement le pouvoir de l'opinion publique. Ils n'ont pas choisi entre être bon et être efficace. Ils ont choisi d'être les deux. C'est ce que Nietzsche appelait la grande santé, la capacité de tenir des contradictions complexes, d'être à la fois empathique et déterminé, à la fois idéaliste et pragmatique, à la fois moral et stratégique. Le futur n'appartient pas aux purement bons ou aux purement impitoyables. Il appartient à ceux qui peuvent fusionner principe et pouvoir, empathie et détermination, vision et exécution. Mais voici le défi, ce changement de perspective est inconfortable. Il remet en question tout ce qu'on vous a enseigné. Il vous force à confronter des vérités sur le monde et sur vous-même que vous préféreriez éviter. La plupart des gens reculeront. Ils retourneront à leurs croyances confortables, à leurs excuses familières, à leur victimisation complaisante. Ils choisiront la sécurité de l'ignorance plutôt que la responsabilité de la connaissance. Mais pas vous. Sinon, vous ne seriez pas ici, à écouter ceci jusqu'au bout. Si vous voulez vraiment maîtriser cette transformation, si vous voulez apprendre les stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre vie et de votre valeur, alors abonnez-vous maintenant. Activez les notifications, parce que ce que nous explorons ensemble va bien au-delà de la motivation superficielle. Nous décortiquons les mécanismes réels du pouvoir, de l'influence et de la création de richesses dans le monde moderne. Laissez-moi vous donner des exemples concrets de ce que signifie penser comme un maître plutôt que comme un esclave. Un esclave pense « si je travaille plus dur, ils me remarqueront ». Un maître pense « comment puis-je créer une valeur si indispensable qu'ils ne peuvent pas m'ignorer ». Un esclave dit « je ne veux pas paraître cupide ». Un maître dit « je veux être payé équitablement pour la valeur que je crée ». Un esclave attend « j'espère qu'ils me donneront une chance ». Un maître crée « je vais créer ma propre opportunité ». Un esclave se plaint « ce n'est pas juste ». Un maître agit « comment puis-je changer les règles du jeu ?» Cette différence de mentalité explique pourquoi certaines personnes prospèrent pendant que d'autres survivent. Pourquoi certaines personnes créent de la richesse pendant que d'autres échangent leur temps contre de l'argent. Pourquoi certaines personnes façonnent leur industrie pendant que d'autres suivent les tendances. Mais attention, cela ne signifie pas devenir sociopathe. Cela ne signifie pas abandonner votre humanité. Cela signifie reconnaître que l'humanité sans pouvoir est vulnérable et que le pouvoir sans humanité est destructeur. L'objectif n'est pas de devenir comme ceux qui vous ont exploité. L'objectif est de devenir assez fort pour ne plus être exploitable et assez sage pour utiliser cette force de manière constructive. Nietzsche parlait de l'éternel retour, l'idée de vivre chaque jour comme si vous alliez le revivre éternellement. Appliqué à votre carrière, cela signifie « êtes-vous en train de construire une vie que vous seriez fier de revivre ?» Ou êtes-vous en train de sacrifier votre vie présente pour une promesse future qui pourrait ne jamais se concrétiser? La vérité brutale est que la plupart d'entre nous sacrifient nos meilleures années, notre santé, nos relations, nos passions pour des patrons qui nous remplaceraient en une semaine si c'était profitable. Nous donnons notre loyauté à des institutions qui nous voient comme des ressources humaines, pas comme des êtres humains. Et le plus tragique, nous faisons cela en croyant que c'est moral. Nous faisons cela en croyant que c'est noble. Nous faisons cela en croyant que c'est ce que font les bonnes personnes.
Mais voici ce que Nietzsche comprenait, il n'y a rien de moral à être complice de votre propre diminution. Il n'y a rien de noble à accepter moins que votre valeur. Il n'y a rien de bon à permettre aux autres de profiter de votre bonté. La vraie moralité, c'est de prendre la responsabilité de votre pouvoir. C'est de refuser d'être une victime. C'est de créer assez de valeur et de contrôler assez de ressources pour avoir le luxe d'être généreux selon vos propres termes. Parce que voici la vérité ultime. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes vous-même dans le besoin. Vous ne pouvez pas changer le système si vous en êtes totalement dépendant. Alors comment commencer cette transformation? Comment passer de la morale des esclaves à la morale des maîtres sans perdre votre âme dans le processus? Premièrement, arrêtez de demander la permission. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous donne l'autorisation de poursuivre vos rêves, de demander ce que vous valez, de quitter une situation toxique. L'autorisation ne viendra jamais. L'approbation ne viendra jamais. La permission parfaite n'existe pas. Deuxièmement, investissez dans des actifs, pas seulement dans des efforts. Votre temps et votre énergie sont limités. Mais si vous pouvez créer quelque chose qui génère de la valeur, même quand vous dormez, quelque chose que vous possédez plutôt que quelque chose pour lequel vous travaillez, alors vous commencez à construire du pouvoir réel. Troisièmement, apprenez à lire les systèmes, pas seulement à les suivre. Comprenez comment fonctionne votre industrie, qui prend les décisions, qui contrôle les budgets, quelles sont les règles non écrites, comment le pouvoir circule-t-il. Une fois que vous comprenez le système, vous pouvez le naviguer, l'exploiter ou même le changer. Quatrièmement, construisez des alliances stratégiques. Les loups solitaires font de belles histoires, mais ils ne font pas de grands changements. Les personnes qui transforment vraiment leur vie et leur industrie comprennent la valeur des réseaux, des mentors, des collaborateurs. Elles investissent dans les relations, pas seulement dans les compétences. Cinquièmement, développez votre intelligence émotionnelle et politique. Comprendre la psychologie humaine n'est pas de la manipulation, c'est de la sagesse. Savoir comment les gens pensent, ce qui les motive, ce qui les influence, c'est essentiel pour créer de la valeur, résoudre des problèmes et oui, obtenir ce que vous méritez. Et voici le plus important, apprenez à dire non. Non aux projets qui ne vous mènent nulle part. Non aux personnes qui drainent votre énergie. Non aux opportunités qui semblent bonnes, mais qui ne servent pas votre vision à long terme. Votre capacité à dire non détermine la qualité de vos oui. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais ne sommes-nous pas en train de devenir exactement ce que nous critiquons? N'est-ce pas cynique? N'est-ce pas en train de perdre notre humanité? Et c'est une question légitime. Mais voici la différence cruciale. Quand vous opérez à partir de la faiblesse, vos bonnes intentions sont souvent impuissantes et parfois même nuisibles. Quand vous opérez à partir de la force, vous avez le luxe de choisir comment utiliser cette force. Un homme faible qui veut aider sa famille travaille 3 emplois et s'épuise sans jamais vraiment sortir sa famille de la pauvreté. Un homme fort crée une entreprise qui emploie des centaines de personnes et génère assez de richesses pour transformer non seulement sa famille, mais sa communauté. Une femme faible qui se soucie de justice sociale se plaint sur les réseaux sociaux et signe des pétitions en ligne. Une femme forte bâtit une organisation, lève des fonds, crée des programmes concrets et change réellement les politiques. La force vous donne des options. La faiblesse vous donne des excuses. Nietzsche disait « Il faut avoir un chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse. » Votre frustration actuelle, votre colère face à l'injustice, votre désir de quelque chose de plus grand, c'est votre chaos. Et de ce chaos peut naître votre étoile. Mais seulement si vous choisissez de transformer cette énergie en action plutôt qu'en lamentation. Seulement si vous choisissez de devenir la solution plutôt que de rester le problème. Le monde a besoin de plus de personnes qui comprennent à la fois le pouvoir et l'éthique, qui peuvent être à la fois efficaces et intègres, qui peuvent jouer le jeu du pouvoir sans perdre leur humanité. Et c'est exactement ce que nous explorons dans cette chaîne. Comment naviguer les complexités du monde moderne sans compromettre vos valeurs?
Comment construire du pouvoir réel tout en restant quelqu'un que vous respectez dans le miroir? Si vous êtes prêt pour cette conversation, si vous voulez approfondir ces concepts, si vous voulez apprendre les stratégies concrètes pour appliquer cette philosophie à votre vie, alors abonnez-vous maintenant et rejoignez une communauté de personnes qui refusent d'accepter les limitations qu'on leur impose. Permettez-moi de vous donner un dernier exemple concret de la différence entre la mentalité d'esclave et la mentalité de maître. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux personnes dans des situations similaires. Toutes deux travaillaient dans des emplois qu'elles détestaient pour des patrons qui ne les respectaient pas, gagnant à peine de quoi survivre. Toutes deux étaient intelligentes, travailleuses et frustrées. La première personne m'a dit « Je ne peux pas partir, j'ai des responsabilités. Ma famille compte sur moi, je ne peux pas prendre de risques. Je dois être reconnaissant d'avoir un emploi. Peut-être que si je travaille encore plus dur, ils finiront par me remarquer. » La deuxième personne m'a dit « Cette situation n'est pas durable. Ma famille mérite mieux que de me voir malheureux et stressé tout le temps. Je vais utiliser mes soirées et mes week-ends pour construire quelque chose. Je vais apprendre de nouvelles compétences, je vais créer un plan de sortie. Dans un an, je veux avoir des options. » Devinez laquelle de ces deux personnes a transformé sa vie. La première est toujours au même endroit, toujours frustrée, toujours en train d'attendre que quelqu'un d'autre change sa situation. La deuxième a lancé sa propre entreprise, embauche maintenant des employés et a multiplié ses revenus par 5. Même situation de départ, même niveau d'intelligence, même niveau de compétence, mais une mentalité complètement différente. C'est la différence entre subir sa vie et créer sa vie, entre attendre le changement et être le changement, entre espérer la justice et créer la justice. Et voici ce qui est fascinant. Maintenant que la deuxième personne a du pouvoir, elle peut se permettre d'être plus généreuse, plus éthique, plus humaine que quand elle était faible. Elle offre des salaires équitables à ses employés parce qu'elle le peut. Elle fait du bénévolat dans sa communauté parce qu'elle a le temps et les ressources. Elle aide d'autres personnes à démarrer leurs entreprises parce qu'elle comprend le processus. La force lui a donné la liberté d'être bonne selon ses propres termes. C'est ça, la véritable leçon de Nietzsche. Ce n'est pas d'abandonner la moralité, c'est de la libérer de la faiblesse. C'est de créer assez de pouvoir pour que vos valeurs comptent dans le monde réel. Parce que voici la vérité finale. Si vous n'apprenez pas à jouer le jeu du pouvoir, vous en serez toujours un pion. Mais vous pouvez apprendre à jouer sans perdre votre âme. Vous pouvez devenir stratégique sans devenir cynique. Vous pouvez construire du pouvoir tout en gardant votre humanité. Nietzsche disait « Deviens qui tu es », mais pour devenir qui vous êtes vraiment, vous devez d'abord cesser d'être qui on vous a dit d'être. Vous devez abandonner les limitations qu'on vous a imposées et embrasser la responsabilité de créer votre propre vie. Le pouvoir n'est pas le mal, c'est la volonté de devenir plus. C'est la capacité d'être l'auteur de votre propre valeur, le créateur de votre propre destin, l'architecte de votre propre futur. Ne trahissez pas vos principes, mais apprenez à comprendre le jeu. Apprenez à reconnaître le levier. Apprenez à identifier quand vous êtes utilisé et quand vous êtes valorisé. Le futur appartient à ceux qui peuvent fusionner le principe avec le pouvoir, l'empathie avec la détermination, la vision avec l'exécution. Et si vous voulez faire partie de ce futur, si vous voulez apprendre à penser plus profondément, agir plus intelligemment et vivre selon vos propres termes, alors abonnez-vous maintenant et devenez l'architecte de votre propre transformation. Parce que la seule chose pire que d'être exploité par le système, c'est de passer votre vie entière à vous plaindre du système sans jamais apprendre à le transcender. Vous avez le choix, vous avez le pouvoir. Il est temps de l'utiliser. Réessayer Claude peut faire des erreurs. Assurez-vous de vérifier ses réponses.